Bonjour, je suis Steve Tailamé, je vous accompagne sur votre chemin d'éveil. Et là maintenant, je vais aborder une thématique, une question que je juge vraiment primordiale, très importante. C'est la question de l'importance des mémoires et des croyances. Souvent, on, dans un travail d'alchimie de soi-même, on est amené à contacter des mémoires. Ces mémoires sont de plusieurs ordres, mais elles se regroupent. On parle de mémoires entre guillemets personnelles qui relèvent de choses qu'on a vécues, soit au niveau karmique, soit au niveau même de cette vie, même au niveau intra-utérin. On parle aussi des mémoires donc transgénérationnelles, des mémoires héritées, et bien sûr donc des mémoires relevant du collectif. À partir de ces mémoires, on identifie donc des points où se sont engrammés des traumas, et avec ces traumas, des façons de penser, des réflexes automatiques qui relèvent des marques, des empreintes que ces mémoires ont laissées dans la psyché et aussi au niveau du corps. On sait que le corps agit sur la pensée, agit sur notre façon d'appréhender le monde. Des mémoires engrammées au niveau cellulaire ont des répercussions sur notre façon de penser, les croyances que nous avons sur la vie en général. Lorsque l'on a subi, que l'on a dans son transgénérationnel de fortes mémoires d'injustice, par exemple, ou d'humiliation, eh bien, on va, par exemple, être comme empêtré dans un réseau, dans un faisceau de croyances limitantes qui vont nous empêcher d'être tout simplement libres dans notre façon d'appréhender le monde, d'appréhender la vie, d'appréhender le rapport à nous-mêmes et le rapport avec les autres. Alors évidemment, la question de l'identification des mémoires et de la libération des mémoires, elle est importante. Elle est une clé d'évolution, de libération, puisque les mémoires ne sont pas ce que nous sommes, elles sont ce que nous portons, ce que nous sommes venus nettoyer, on va dire, en l'intégrant. C'est tout le paradoxe de cette expérience humaine, d'être venu porter, engrammer, au point même donc de s'identifier au niveau même donc cellulaire à des mémoires, à des histoires, à des traumas qui sont euh, qui semblent faire partie de ce que nous sommes, et tout le travail d'éveil, tout le processus, je dirais plus précisément, d'éveil et de reconnaissance de ce que nous sommes, eh bien, c'est de les libérer. Et précisément, dans cette logique-là, dans cette compréhension-là, eh bien, il y a un saut qui s'opère à un moment, qui n'est pas la réalisation que tout ce que je viens de dire là est faux, mais la réalisation de quelque chose de beaucoup plus profond et encore plus libérateur. C'est que, en réalité, il n'est pas si simple de considérer que les mémoires génèrent des croyances. En fait, dans le processus de libération, il y a, à mon sens, un moment où il est important de prendre conscience que les croyances génèrent les mémoires, que c'est un cercle vicieux, en fait, que c'est un cercle, que c'est une dynamique, que c'est une systémique, et que, justement, s'identifier euh, à des mémoires
même quand il s'agit de vouloir les libérer, eh bien, ça peut être un piège. Je m'explique. Par exemple, je vais pas forcément me faire des amis, c'est pas grave. Je suis d'une culture où la mémoire de l'esclavage, elle est très présente. Et bien évidemment, après plusieurs décennies de, de, d'obscurantisme, de volonté voilà, de passer ces choses-là sous silence, euh, eh bien, il n'y avait pas une pleine reconnaissance du passé traumatique au niveau donc de cette expérience de l'esclavage. Alors, tout un mouvement, et c'est quelque chose de global, de mondial, cette notion de retour aux mémoires pour comprendre et pour les libérer. Sauf que si on ne comprend pas justement le sens profond de ce repérage, de cette reconnaissance des mémoires, eh bien, on va rester identifié aux mémoires elles-mêmes. Et on peut rester bloqué dedans, y compris même quand on a l'intention consciente de les nettoyer, de s'en libérer. Dans un cadre de thérapie, dans le cadre d'une introspection, on a l'intention de libérer ces mémoires, on les identifie. Mais en les identifiant, on peut y adhérer tellement qu'on va avoir du mal à les libérer. C'est un peu ce que j'ai vécu dans des cas où, dans le cadre de séances, eh bien, il y avait des éléments de vie karmique, de mémoire karmique qui revenaient, où je partageais sur la mémoire en question pour permettre une libération. Et en fait, j'ai été aussi dans le cas du client, du patient, mais en face, rien que d'énoncer cette mémoire, eh bien, le mental le récupérait cette mémoire et s'en emparait pour s'y identifier. Et il peut y avoir un phénomène de s'accrocher à ça et de considérer que cette mémoire est le commencement du problème, le commencement de l'origine de telle situation au niveau relationnel, l'origine de telle situation, condition au niveau personnel, le début, pour revenir sur cette notion de l'esclavage, le début du problème d'un peuple, par exemple, ou d'une communauté. On va donc s'attacher à la mémoire comme on s'attache à une histoire à laquelle on s'identifie pleinement. Or, quand on fait ça, on est dans une perception 3D des choses et dans une linéarité et surtout, on est dans l'illusion de comprendre, c'est-à-dire étymologiquement de prendre une globalité qui nous dépasse forcément. En réalité, quelle que soit la mémoire qu'on va identifier, qu'on va retrouver, ce n'est jamais le début. Ce n'est jamais vraiment la source du problème. Pour la simple et bonne raison que dans la réalité quantique qui nous dépasse, qui dépasse complètement le mental, il n'y a pas de temps linéaire, il n'y a pas de début et de fin, et surtout, la réalité vécue à titre collectif ou personnel, elle est toujours en réalité le résultat d'une création de l'esprit, d'une manifestation de quelque chose. C'est-à-dire que l'événement, identifié comme mémoire,
est lui-même le résultat d'un niveau de conscience. Alors, si on considère que la mémoire, le souvenir, si vous voulez, repérer est le début du problème, on est bloqué en réalité. On peut se bloquer complètement dans une perception limitée qui va précisément renforcer les croyances qui sont en réalité à l'origine des mémoires. C'est-à-dire que euh, j'ai des mémoires d'humiliation, pour reprendre cette notion de l'esclavage, j'ai des mémoires d'humiliation, j'ai des mémoires de négation de mon humanité, et je vais considérer que c'est pour cela que j'ai des traumas qui génèrent des croyances limitantes qui m'empêchent de pleinement me déployer, de pleinement aller dans mon potentiel, etc. En réalité, l'asservissement, l'esclavage, j'emploie le mot plus général d'asservissement, d'esclavage et de servitude, parce que ça correspond à un phénomène global qui a traversé l'histoire de l'humanité. Eh bien, en fait, cette condition d'asservissement, de servitude, d'esclavage le résultat a été créé par un plan de conscience qui fait ce plan de conscience que l'humanité a créé des histoires, des mémoires où des peuples, des groupes ont été mis en asservissement. Et donc, si je considère que le point de départ de mon trauma, c'est tel événement, avec évidemment des victimes et des bourreaux bien précis, bien définis, c'est comme ça et ça ne bouge pas, je suis enfermé dans une vision particulière, restrictive et fermée. Et je m'empêche en réalité ce plan quantique où il n'y a pas de début et où finalement la relation entre le vécu et la conscience est posée. Et à partir du moment où on comprend ça, on se rend bien compte qu'on ne peut pas rester identifié à une mémoire et que ce qui compte, c'est de travailler sur le changement des croyances qui ont construit ces mémoires. Dans Alchimie de soi-même, le tome 1, je développe le processus alchimique en 3 parties, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Et l'enfer, c'est cet état dans lequel on est lorsqu'on est pleinement identifié à ses mémoires. Et l'enfer réellement, c'est quand on n'est même pas encore conscient qu'il s'agit de mémoires, qu'on les vit, qu'on les vibre, qu'on vit, qu'on vibre et qu'on est identifié complètement à nos rôles de victime, sauveur ou bourreau, et qu'on est attaché aussi aux mémoires transgénérationnelles. On est complètement pris dans un ensemble de mémoires aussi collectives qu'on vit sans avoir conscience que l'on ne fait que rejouer perpétuellement, comme dans l'enfer, des cycles qui se répètent, qui sont comme en réalité donc un disque qui tourne à vide et qui se perpétue,
ce mouvement se perpétue parce qu'on est dans un univers infernal où nos pensées, nos formes pensées, nos croyances et toutes les mémoires de conflits, de souffrances, etc., avec tous les phénomènes de loyauté vis-à-vis des souffrances des autres, des groupes et des familles, etc., se perpétuent. Et bien, tant qu'on est dedans, on est donc dans cette première étape, avant que le processus ne commence, d'être dans cet enfer. Et en fait, il y a une possibilité euh, de faire des séances, de faire un travail sur soi, d'être en apparence complètement investi pour changer de croyance et en même temps, ce que j'ai constaté, y compris pour moi-même par le passé, vraiment, c'est que les mémoires qu'on va contacter et les problématiques qu'on va mettre en lumière, il y a des parts de nous qui n'ont pas envie de les laisser partir. Parce qu'on se définit encore à travers ça. On est attaché à nos mémoires. Parce qu'en plus, nos mémoires nous donnent d'excellentes raisons de maintenir des croyances, même quand on a l'impression de vouloir vraiment passer à autre chose. Et la deuxième étape, donc, que je développe dans l'alchimie de soi-même, c'est le purgatoire. Cette étape très difficile, qui est vraiment le feu, le passage au feu sacré de l'alchimie. Pardon, excusez-moi. C'est ce passage où on identifie les mémoires, mais on apprend réellement à comprendre qu'elles ne sont pas le fond du problème, ces mémoires. Que le fond du problème, c'est uniquement notre attachement à cet enfer. Dans le purgatoire, on voit clairement ce par quoi on est mu, ce à quoi on s'est attaché, ce à quoi on s'est identifié, ce à quoi on a encore envie de s'identifier, nos zones de souffrance que l'on ne veut pas encore lâcher parce qu'on se définit à travers elles. On est à la fois, dans l'étape du purgatoire, témoin surplombant de ce qu'on continue à se faire vivre, de moins en moins, mais quand même, et complètement, sous certains aspects, à un certain niveau, dans l'enfer, on constate nos parts qui veulent s'attacher aux mémoires. Dans cette étape du purgatoire, donc, on prend pleinement conscience de la responsabilité que l'on a d'entretenir ou non nos mémoires, d'être attaché ou non à nos histoires, à nos tragédies, à nos drames, à nos mélodrames. Parce qu'en fait, les mémoires, ce sont les histoires que nous avons créées de façon collective à partir de croyances. Et la croyance qui a généré toutes les autres croyances et toutes les autres histoires et toutes les mémoires, c'est que nous ne sommes pas Dieu. C'est que nous ne sommes pas un. C'est que il faut se battre, il faut dominer, il faut avoir le pouvoir, il faut se protéger, il faut gagner, il ne faut pas perdre, il faut se défendre.
Il faut se venger, il faut récupérer, il faut prendre, il faut chercher après, il faut courir derrière, il faut conquérir. Tout cela parce que l'on se sent vide et que l'on ne sait pas qu'on est tous un, unis, divin. C'est ça qui a généré toutes les mémoires, toutes les croyances. Et dans le purgatoire, où on est dans cette phase intermédiaire entre l'enfer et le paradis, eh ben, on apprend à reconnaître qu'il y a un état autre que celui de l'enfer. C'est le paradis dans lequel nous sommes vraiment qui nous sommes. Même quand, parce que nous sommes incarnés, parce qu'il y a des énergies autour de nous, parce que nous faisons quand même un avec un collectif encore en grosse purgation et encore en grande partie dans l'enfer, eh bien nous voyons l'enfer qui se perpétue quand même un peu. Mais dans le purgatoire, dans cette phase du purgatoire, il y a un moment où on lâche l'identification, mais vraiment aux mémoires, et on comprend que la seule chose, c'est de changer les croyances. Parce que les croyances sont en réalité à l'origine des mémoires et pas l'inverse. Et par exemple, donc, pour revenir sur ce que j'abordais, mais c'est vraiment un exemple parce que je suis dedans, hein, dans cette incarnation où je suis, euh, eh bien, si on reste identifié à une histoire proche par rapport à des conflits, à une exploitation, eh bien, on reste dans une histoire qui est une histoire réelle, mais qui ne va pas pointer le début. Et le début, surplombant, en tout cas pas le début, mais en amont d'une histoire liée par exemple donc à l'exploitation d'hommes par d'autres hommes, à la négation de l'humanité d'hommes par d'autres hommes, eh bien ce sont des croyances collectives qui se sont jouées. Mais bien sûr, dans nos identifications en mémoire, si on regarde bien les histoires et les mémoires de ces histoires, enfin les histoires mémoires, eh bien il y a toujours victime, bourreau. Ce sont des blessures qui se rejouent. Et quand on s'identifie à une mémoire en particulier, on s'enferme dans des rôles figés. Alors pour l'ego, c'est très confortable, parce que ça sert aussi de justification à beaucoup de choses. Mais on est enfermé dans nos mémoires et dans l'enfer. Et c'est ça, en fait, le grand pardon. Le grand pardon, c'est ça, le grand pardon en nous-mêmes. C'est de lâcher, c'est de lâcher l'identification à des rôles de victime ou de bourreau. C'est de lâcher cet attachement à ces histoires à travers lesquelles on perpétue des croyances qui ont généré ces mémoires. Et on s'empêche, en réalité, de passer à un autre cap, de passer le cap quantique, qui forcément nous amène à réellement comprendre qu'il n'y a pas de passé.
que sur un certain plan, il n'y a pas de passé au sens où le passé n'est pas indélébile, le passé n'est pas figé, le regard sur le passé le construit, le modifie, lui donne un autre sens, peut le figer ou l'alchimiser. Et que quand on pointe une mémoire, à titre personnel ou collectif, l'enjeu quantique réel, ce n'est absolument pas de s'y identifier, mais précisément de pouvoir l'alchimiser. Et c'est pour ça qu'il y a des techniques, des techniques. Bon, pour moi, c'est plus qu'une technique, mais voilà, la philosophie, on va dire, de Ho'oponopono, par exemple, ou toute pratique alchimique, parce que pour moi, Ho'oponopono, c'est une pratique alchimique. Ce sont des pratiques, ce sont des philosophies qui permettent justement de dépasser la dualité et de transformer, de transmuter. Alors, il ne s'agit pas de nier ce qui apparaît comme la réalité sur un certain plan. Il ne s'agit pas justement de faire comme si ça n'a jamais existé. Précisément non. Il s'agit de regarder. Bien sûr, c'est pour ça que oui, c'est important de contacter les mémoires. Mais il s'agit de les contacter pour les alchimiser en comprenant qu'elles ont été créées par des croyances collectives, que nous sommes venus, que nous sommes, c'est le moment, prêts à vraiment alchimiser. Dans ces croyances, il y a la notion de pénurie, la notion de non-abondance, qu'il faut se battre pour s'enrichir, exploiter des gens pour s'enrichir, pour survivre, que la vie est un combat, que si on n'est pas plus puissant, on n'est rien. Tout ça, c'est ça qui a créé les mémoires. Où est-ce qu'aujourd'hui, dans nos vies, dans notre rapport, même pas seulement avec les autres, mais à nous-mêmes, nous perpétuons ces croyances. Nous vivons encore à partir de ces croyances. Parce que c'est aussi ça, en fait, l'intérêt d'aller voir les mémoires. C'est de voir quelles sont les croyances qu'il y a derrière et en quoi ces croyances sont encore actives en nous. Et alchimiser ces croyances, c'est, sur le plan quantique, littéralement désactiver la mémoire. C'est changer. C'est changer. Là où, quand on se trouve dans une espèce de fascination pour les mémoires, eh bien, on peut rester dans cette fascination pour les mémoires. Et en réalité, s'y attacher comme on s'attache à un film. Qu'on regarde et regarde et regarde et qu'on raconte de façon quasiment addictive. C'est un peu comme se laisser être complètement fasciné, donc, par une série. Alors qu'il s'agit de littéralement sortir du scénario, sortir de la projection, passer vraiment à autre chose. Et ça, c'est l'état paradisiaque
dont je parle dans le livre. Cette étape où, quand on est dans l'état paradisiaque, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus humain. On peut voir, mais on voit cet enfer de tellement loin. On sait que c'est un film. Là, on le sait, on le vibre. Même s'il y a le corps qui réagit, même si les émotions sont là, on sait que c'est une histoire. On le sait. Et là, plus rien n'est pareil. Mais ça demande de s'être littéralement détaché. Alors en résumé, pour ceux qui sont arrivés jusque-là, celles et ceux qui sont arrivés jusque-là, l'origine, c'est la croyance. Ce n'est pas la mémoire. Occupons-nous de nos croyances et laissons les mémoires se déliter d'elles-mêmes. Si chacun d'entre nous s'occupe de ses croyances, y compris en lien avec des mémoires collectives, c'est de nouvelles lignes de temps que nous actualisons, parce que c'est un passé qui s'alchimise, à titre personnel, à titre transgénérationnel, et aussi donc pour le collectif. Je vous remercie et je vous dis à très vite.